Pour bien comprendre la position de Platon concernant le caractère politique de l'art, il faut se replonger dans un texte qui me semble décisif, à savoir un texte tiré de la République de Platon, texte dans lequel Socrate revient sur la question de l'imitation et parle tout particulièrement du rôle de l'acteur. On verra à quel point Platon va considérer que l'acteur, c'est le cousin germain du sophiste. Un petit peu comme Phidias était un sophiste de la sculpture, les acteurs, de manière générale, eux, pour le coup, sont des sophistes, sont les sophistes du théâtre. Alors, il faut juste que je retrouve le texte. C'est ça. Le, le dialogue oppose Socrate à Adimante, et comme pour le sophiste, Adimante va vraiment donner la réplique de manière minimale à Socrate. Il va lui permettre de dérouler un discours. Et comme vous le voyez, le texte se divise en deux parties. Il y a une partie qui parle de la question de l'imitation dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est-à-dire dans l'épopée. Et ensuite, le dialogue vrille sur la question de l'acteur et ce qu'il faudrait faire des acteurs dans une cité idéale. Alors, je vais lire le texte. Alors, pour une fois, c'est moi qui vais faire Socrate et quelqu'un veut faire Adimante. C'est pas beaucoup de boulot. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on coupe le texte euh, au début de la page 4, si vous voulez, et ensuite on embrayera, je fais une analyse, et ensuite on embrayera sur ce que dit Socrate des acteurs. Alors, et le récit, donc République, livre 3 de Platon, et c'est Socrate qui parle, et c'est Adimante qui parlera ensuite. Et le récit est simple ou imitatif, ou l'un et l'autre à la fois. Tu sais qu'au commencement de l'Iliade, Homère raconte que Chryses pria Agamemnon de lui rendre sa fille, et que celui-ci, ayant refusé avec emportement, Chryses supplia Apollon de le venger de ce refus sur l'armée grecque. Tu sais encore que, jusqu'à Sévère, il implorait tous les Grecs et surtout les deux Atrides, chefs des peuples. Donc les deux Atrides, c'est Agamemnon et l'autre, Ménélas. Le poète parle en son nom et ne cherche point à détourner la pensée sur un autre que lui, comme s'il ne parlait pas lui-même. Mais après ce vers, il parle comme s'il était devenu Chryses. Et il s'efforce de nous faire croire que celui qui parle n'est plus Homère, mais le vieillard, prêtre d'Apollon. La plupart des récits de l'Iliade et de l'Odyssée sont de ce genre. Lorsque le poète parle sous le nom d'un autre, ne disons-nous pas qu'il s'efforce de ressembler par le langage à celui qu'il fait parler. Au contraire, si le poète ne se cachait jamais, tout son poème ne serait que récit simple, sans imitation. Comprends donc à présent qu'il est une espèce de récit opposé à celui-là. C'est lorsque le poète, supprimant tout ce qui l'entremêle en son nom au discours de ceux qu'il fait parler, ne laisse que le dialogue. Justement, je crois à présent t'avoir fait comprendre que tu ne pouvais d'abord saisir, savoir que dans la poésie et dans toute composition, il y a des récits de trois espèces. Le premier est tout à fait imitatif et, comme tu viens de le dire, il appartient à la tragédie et à la comédie. Le second se fait au nom du poète. Tu le trouveras employé particulièrement dans les dithyrambes. J'expliquerai ce que c'est tout de suite. Le troisième est un mélange de l'un et de l'autre. On s'en sert dans l'épopée et dans d'autres espèces de poèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que les dithyrambes? C'est ce que nous appellerions la poésie lyrique, hein, où le poète parle en son nom, tout simplement. Hein. Je ne sais pas moi, de Ronsard jusqu'à Yves Bonnefoy, c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est ce que les Grecs pourraient assimiler à de la dithyrambe, au dithyrambe. Alors, alors, que nous dit Socrate? Parce qu'Adimante fait une distinction qui est utile, effectivement,
j'y reviendrai, mais que nous dit Socrate en gros? Socrate nous dit qu'il y a dans l'Iliade deux espèces de récits. Nous, on dirait deux espèces de discours, de formes de discours. Ce que Socrate appelle le discours simple, et que nous appellerions le discours indirect. Il ne faut pas se tromper. Le discours simple, et que nous appellerions le discours indirect. Et le discours imitatif que nous appellerions le discours direct. Discours indirect, discours direct. Pourquoi le discours indirect est-il qualifié de récit simple par Socrate? Pourquoi est-il caractérisé comme étant un récit simple? Parce que dans le discours indirect, le poète, autrement dit le narrateur, se distingue du personnage dont il rapporte les paroles. Et donc, on va dire que chaque être se distingue simplement. Chaque être est lui-même. Homère est Homère, si vous voulez, et les deux Atrides, Chrysès, Agamemnon, Ménélas, sont eux-mêmes. Chacun est à sa place, chacun joue son propre rôle. Et en particulier, le narrateur joue le rôle du narrateur et pas un autre rôle. Tandis que lorsqu'il y a des parties dialoguées dans l'Iliade ou l'Odyssée, lorsqu'il y a des parties dialoguées, que fait le narrateur? Le narrateur est double. Le narrateur est double. Il est à la fois lui-même, puisqu'il raconte ce qui s'est passé, mais il est aussi les personnages qu'il va incarner. Et c'est pour cela que on pourrait dire que le récit simple, qui est le discours indirect, s'oppose au récit imitatif, qui est un récit double, où le narrateur va jouer deux rôles. Lui, le sien, et celui d'Achille, celui d'Agamemnon, celui de Briséis, celui d'Athéna, celui de Zeus, etc., etc. C'est ce que Platon dit, enfin, c'est ce que Platon écrit lorsqu'il dit, il fait dire à Socrate, c'est lorsque le poète, supprimant tout ce qu'il entremêle en son nom au discours de ceux qu'il fait parler, ne laisse que le dialogue. Une remarque, euh, que fait Platon? Qu'écrit Platon toute sa vie? Gardez ça en tête. Platon écrit des dialogues. Platon écrit des dialogues. Alors, Adimante remarque à juste titre que l'Iliade et l'Odyssée sont les ancêtres de la comédie et de la tragédie, précisément parce que l'Iliade et l'Odyssée inventent le genre littéraire du dialogue. Pas le dialogue pur, puisqu'il y a des phases de récit dans l'épopée. L'épopée n'est pas une pièce de théâtre. Il y a le récit du combat, si vous voulez. Il y a la représentation du combat.
on pourrait dire que l'épopée, c'est l'ancêtre du roman, tout simplement. Mais il y a dans l'épopée des parties dialoguées qui vont donner lieu à la création à Athènes au 5e siècle de deux genres littéraires totalement nouveaux, la tragédie et la comédie, et plus globalement du genre littéraire du théâtre. Alors, Socrate va donc distinguer ensuite trois types de composition littéraire. Premièrement, un, euh, un récit qui est purement imitatif, une composition qui est purement imitative, qui est le théâtre. Oui, de composition littéraire ou de récit. Mais j'ai du mal avec l'idée qu'un dialogue soit un récit, si vous voulez. On dirait trois types de discours littéraires. Donc, un discours qui est purement imitatif, et c'est le théâtre, c'est le dialogue. Un deuxième genre qui est purement simple, et c'est ce que nous appellerions la poésie, ou la poésie sans récit, la poésie lyrique. C'est ce qu'il appelle les dithyrambes. Et enfin, un troisième type de récit qui est mixte, qui est un mélange en fait du récit simple et du récit imitatif, à savoir l'épopée ou le mythe. Et plus tard, évidemment, mais on n'en est pas encore là. Le premier roman, c'est l'Antiquité latine. Euh, c'est le roman plus tard, effectivement. Alors, on va attaquer la deuxième partie du texte. Donc je laisse parler Yoann pour cette réplique. Et vous allez voir très vite le sens politique que de ce qu'on a vu et de ce qu'on a lu auparavant. Allez-y. Bien vu, et peut-être plus encore. Les facultés humaines adimantes me semblent encore plus bornées dans leurs diverses applications, de sorte qu'il est impossible à l'homme de bien imiter plusieurs choses, ou de faire sérieusement les choses qu'il reproduit par imitation. Si les hommes doivent imiter quelque chose, il faut que ce soit les qualités qu'il leur convient de posséder dès l'enfance. Le courage, la tempérance, la sainteté, la grandeur d'âme et les autres vertus. Mais jamais rien de bas et de honteux, de peur qu'ils ne prennent dans cette imitation quelque chose de la réalité. On y reviendra. N'as-tu pas remarqué que l'imitation, lorsqu'on en contracte l'habitude dès la jeunesse, se change en une seconde nature et modifie en nous la langue, l'apparence, le ton et le caractère? Nous n'accepterions pas que ceux dont nous prétendons être les éducateurs et à qui nous essayons d'apprendre la vertu aillent, tout homme qu'ils sont, imiter une femme, jeune ou vieille, querellant son mari, ou, dans son orgueil, s'égalant aux dieux, enivré de son bonheur, ou s'abandonnant dans le malheur aux plaintes et aux lamentations. Si jamais un homme habile dans l'art de prendre divers rôles et de se prêter à toutes sortes d'imitations venait dans notre cité et voulait nous faire entendre ses poèmes, nous lui rendrions hommage comme à un être sacré, merveilleux, plein de charme, mais nous lui dirions qu'il n'y a pas d'homme comme lui dans notre République et qu'il ne peut y en avoir. Nous le congédierions, après avoir répandu des parfums sur sa tête et l'avoir couronné de fleurs. Alors, texte d'une densité extrême qu'il va falloir décortiquer soigneusement. Que dit Socrate dans un premier temps? Socrate commence par revenir sur le rapport entre la mimésis et l'éducation. Toute éducation est une éducation par l'exemple pour Socrate,
et repose sur l'imitation de la part de l'élève du maître. Hein, comment est-ce qu'on apprend à devenir forgeron? En forgeant, mais en forgeant, en imitant en fait le forgeron. Et ce que dit Socrate, c'est qu'il en va de même de toutes les vertus. C'est en imitant des gens courageux qu'on devient soi-même courageux, c'est en imitant des gens vertueux qu'on devient soi-même vertueux. Socrate, ou plutôt le personnage de Socrate, invente euh, quelque chose qui va être un leitmotiv, qui va être un thème récurrent de la philosophie, à savoir que la culture est une seconde nature, que par l'imitation, par la reproduction de ce que nous voyons, nous finissons par, comme le dit Socrate, euh, prendre quelque chose de la réalité qu'on imite. Nous finissons par modifier notre nature en imitant telle ou telle chose. Et c'est très vrai. Enfin, c'est-à-dire que il n'y a pas de gens, enfin, on pourrait dire, il n'y a pas de gens paresseux. Il n'y a que des gens qui sont habitués à la paresse. Il n'y a pas de gens courageux. Il n'y a que des gens qui sont habitués au courage, etc., etc. Et plus on a l'habitude de quelque chose, plus il est difficile en fait de distinguer cette habitude de notre nature. Elle devient comme une seconde nature. C'est vrai du vice comme de la vertu. Or, or, pour Socrate, si la nature humaine est plastique, c'est-à-dire si elle est modifiable par l'habitude, elle ne l'est pas, elle ne l'est pas indéfiniment. Elle ne l'est pas de manière non plus illimitée. Nous sommes trop bornés, dit Socrate, pour imiter correctement des choses très diverses. Ce qui fait qu'il faut qu'il y ait une sorte de spécialisation du travail et du savoir. Tout le monde ne peut pas être à la fois un grand joueur de sitar et un grand, je ne sais pas moi, un grand astronome. Il va falloir choisir ce qu'il convient de bien imiter. Et en plus, ce que nous dit Socrate, c'est qu'au bout d'un moment, les habitudes se stabilisent en nous pour forger vraiment une seconde nature. C'est-à-dire que plus on a l'habitude je ne sais pas moi, d'être une grosse flemmasse, plus il est difficile de ne plus être une grosse flemmasse. Plus on a l'habitude d'être courageux, plus il est difficile de prendre un autre pli dans le cours de notre existence, etc., etc. Donc en fait, l'habitude nous forge. Et elle nous forge assez rapidement. Donc, conclusion de Socrate, on ne peut pas imiter n'importe quoi. Nous qui prétendons être les éducateurs de notre cité idéale, nous ne pouvons pas tolérer que la mimésis, que l'imitation prenne n'importe quel objet. Pourquoi? Pour deux raisons que nous allons voir. Premièrement, que fait un acteur très concrètement? Un acteur, c'est quelqu'un qui joue un rôle, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas ce qu'il est, qui prétend être quelque chose qu'il n'est pas.
Donc, c'est un maître de l'illusion, c'est un cousin germain du sophiste. Et je reviendrai là-dessus tout de suite après. Et l'autre problème que pose l'acteur, c'est qu'il n'a pas de caractère stable. Pourquoi? Parce qu'il est amené à changer de rôle en permanence. Et en particulier, alors on reconnaît bien là la misogynie des Athéniens, euh, jusqu'à jusqu'à Shakespeare. Euh, Est-ce qu'il y a des actrices? Non. Il n'y a que des acteurs qui jouent des femmes, si vous voulez, de temps en temps, quand il le faut. Mais le métier d'acteur est un métier essentiellement masculin. Sauf à Rome, où les actrices sont traditionnellement des prostituées. Voilà. Je ne fais aucun commentaire sur la situation actuelle. Mais les actrices doivent être d'ailleurs des prostituées, parce qu'on considère que ce n'est pas un métier pour femmes bien, si vous voulez. Et ça, c'est du Platon. C'est clairement du Platon. Les acteurs sont des marginaux. Molière n'est pas enterré dans le cimetière des bons catholiques. Il est enterré dans le cimetière des acteurs parce qu'on considère que les acteurs ne sont pas des gens très recommandables, ne sont pas des gens très fréquentables. Okay. Bon, ça, plus le fait que Molière était probablement athée, mais on n'a pas voulu l'enterrer avec les âmes bien nées, comme on dit, et on va considérer pendant longtemps que les acteurs doivent être des marginaux. Ils ne doivent pas rester dans une cité, c'est la raison pour laquelle euh, ce qu'on appelle, enfin, il n'y a que les Romains qui vont construire des amphithéâtres. Et le reste, c'est des troupes, les acteurs sont des troupes itinérantes, c'est des gens qu'on chasse des cités assez régulièrement. Alors, voilà, c'est pas la comédie française qui est installée, euh, d'ailleurs très proche du pouvoir. Donc, que nous dit Socrate au fond? Socrate nous dit que l'acteur, parce qu'il est polymorphe, parce qu'il change sans cesse de rôle et d'apparence, ne pourra pas développer de caractère propre, ne pourra pas se connaître lui-même, et en ce sens, pour Socrate, un acteur manque sa vocation d'être humain, à savoir la connaissance de soi, la connaissance de sa propre nature. L'acteur est donc moins qu'un homme, mais il est aussi un être prodigieux. C'est un être double, par définition, l'acteur. C'est un être prodigieux, un être sacré, merveilleux, plein de charme, dit Socrate. Qu'est-ce que c'est que le charme au sens étymologique du terme? Le charme, c'est la magie. Être sous le charme de quelqu'un. Être sous le charme de Circé, comme Ulysse. L'acteur a un pouvoir magique, c'est-à-dire qu'il est capable de, comme tout artiste en fait, digne de ce nom, il est capable de créer l'illusion. Et donc, il est capable de présenter, d'offrir un monde conforme aux désirs du spectateur. Il sera donc capable de jouer sur ses désirs, de manipuler ses désirs et ses espérances. En gros, le problème que Socrate a avec les acteurs, c'est qu'il pourrait représenter un jour euh, la classe sociale des hommes politiques. C'est ça le grand danger de l'acteur dans la cité idéale. C'est qu'un acteur qui peut jouer tous les rôles peut flatter le peuple mieux que personne.
il peut prendre le pouvoir mieux que personne, il peut devenir le tyran idéal. Et donc, hein, conclusion de Socrate, il faut le traiter comme un être merveilleux, il faut répandre des parfums sur sa tête, il faut le couronner de fleurs et il faut le dégager. Ça me rappelle ce passage célèbre d'un roman de Victor Hugo qui s'appelle 93. C'est une scène qui se passe sur un bateau. Il y a une vigie qui s'endort et qui va mettre le navire en sérieuse difficulté. Mais par son héroïsme, il réussit à sauver le navire, et vraiment en prenant des risques extraordinaires. Et le capitaine du vaisseau va, je crois, décorer la vigie de l'ordre de Saint-Louis, qui est réservée à la plus grande noblesse, et ensuite il fait fusiller. Euh, c'est un petit peu ça, l'attitude de Socrate à l'égard des acteurs. On récompense, mais aussi on punit. Comme dirait l'autre, je suis venu pour sanctionner, mais aussi pour honorer. Alors, vous avez bien compris le caractère très paradoxal de la démarche de Platon, je pense. Pourquoi? Parce que Platon écrit des, des dialogues. Platon écrit des dialogues et condamne la forme littéraire du dialogue dans ses dialogues. Ouais, étonnant. Comment comprendre cette énigme? C'est très difficile. Pourquoi Platon n'a-t-il pas eu recours au récit simple? Pourquoi Platon n'a-t-il jamais écrit en son nom, à tel point que, dans mon souvenir, alors, qui est un petit peu lointain, mais Platon n'intervient jamais dans, les dialogues qu'il écrit en tant que personnage. Il est sans doute présent dans certains dialogues, mais de toutes les manières, il est beaucoup trop jeune il doit avoir une dizaine d'années, hein, à l'époque où Socrate aurait prononcé ce qu'il avait à dire sur la République, par exemple. Donc, il est beaucoup trop jeune pour intervenir. Alors, ce qui est fascinant chez Platon, j'y ai consacré des heures et des heures avec mes HLP, c'est précisément son ambivalence. C'est que, est-ce que vous avez vu Apocalypse Now? Ok. Apocalypse Now, c'est l'histoire d'un capitaine des forces spéciales américaines pendant la guerre du Vietnam qu'on envoie assassiner un colonel américain, des parachutistes, qui est devenu complètement cinglé et qui a décidé de mener la guerre aux Viet Minh comme les Viet Minh font la guerre aux Américains. C'est-à-dire opération coup de poing commando, torture, décapitation, supplice du pal, etc. etc. Et Kurtz, à la fin du film, explique au capitaine Willard, bah, il y a des guerres qu'on ne peut gagner qu'avec les moyens de ses adversaires. Et c'est exactement ce que fait Platon. C'est exactement ce que fait Platon. Platon, et c'est ce que Nietzsche va très bien percevoir. Platon est quelqu'un d'éminemment contradictoire, qui est sans cesse pris dans une tension. Il va vouloir condamner ce qu'il considère effectivement comme un danger pour la pensée, comme un danger pour la vérité. Mais pour y arriver, en fait, il se rend compte qu'il est déjà dans un monde, qu'il est arrivé dans un monde déjà pourri par l'art. Il faut faire de l'art. Il faut faire de l'art contre l'art. Alors, ça, c'est une démarche qui est proprement fascinante. C'est une sorte de guérilla philosophique. Utiliser les moyens de son adversaire pour le détruire de l'intérieur.
Et c'est très précisément ce que représente le dialogue et même, on va dire, l'écriture aux yeux de Platon. Socrate, c'est quelqu'un qui n'a jamais écrit et qui va dire il ne faut jamais écrire. Que va faire Platon? Il va écrire. Socrate va dire il faut se méfier du dialogue, il faut se méfier il faut se méfier du théâtre. Que va faire Platon? Il va faire du dialogue, et un dialogue qu'on pourrait très bien mettre en scène au théâtre. Pourquoi? Alors, parce que les... toute la réflexion de Platon va consister à euh, prendre le pouvoir. C'est ça que veut Platon. Prendre le pouvoir au sein de la cité. Pour changer la cité, autrement dit, hein, pour changer le monde. D'où la dimension ésotérique, d'où la dimension ésotérique des dialogues de Platon. Il y a ce qui est destiné aux disciples de Platon, okay, qui sont les dialogues, et ce qui va être destiné au peuple athénien. Et précisément, ce qui va être destiné au peuple athénien, ce sont des mythes, ce sont des fictions. Le personnage de Socrate raconte à peu près, j'ai dû lire, je pense, une petite dizaine de dialogues de Platon. Dans chacun des dialogues, Socrate raconte une histoire. Socrate raconte un mythe. Et précisément, un mythe est une histoire qui n'a aucun ancrage dans la réalité, mais le rôle et la fonction du mythe dans les dialogues de Platon, ça va être de bien guider le peuple. C'est-à-dire, très clairement, de le manipuler, mais de le manipuler pour son bien. Et ben ça, c'est extraordinaire. Hein. Pourquoi? Parce que, Iwan, c'est pas seulement ça, c'est le principe le dialogue qu'on a juste lu juste avant euh, le, euh, la République, c'est le principe comment s'appelle le dialogue? C'est le principe du sophiste. Il n'y a pas plus sophiste que Socrate, en tout cas que le personnage de Socrate. Il est rusé, il est rusé. Ouais. Socrate représente Platon, mais justement, euh, Platon va redonner une deuxième vie à Socrate, en fait, après on va dire le suicide commandé de Socrate, puisque Athènes va ordonner à Socrate de boire ce qu'on appelle la ciguë, qui est un poison. Donc on ne condamne pas à mort, on vous demande de vous suicider gentiment. Euh, Platon va être traumatisé par la mort de son maître. Il va être traumatisé par la mort de Socrate. Le grand tort de Socrate, pour Platon, c'est justement de ne pas avoir fait d'art, d'avoir parlé aux Athéniens directement, de ne pas avoir compris la subtilité de la conquête du pouvoir, et il faut passer par la manipulation. Précisément, d'une certaine manière, parce qu'on...
enfin, c'est précisément parce que Platon est dégoûté par le cynisme des sophistes qu'il devient sophiste lui-même pour vraiment les combattre, si vous voulez. Mais c'est ce qui rend l'œuvre de Platon aussi fascinante, si vous voulez, et contradictoire. Et un type comme Nietzsche, par exemple, va être totalement fasciné par l'intelligence et le génie littéraire de Platon, qui a parfaitement compris cet enjeu-là. Utiliser la guerre, utiliser le style de guerre de ses adversaires contre ses adversaires. Si ça, c'est pas faire de la politique, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ce qui est aussi très intéressant, à mon avis, dans ce texte, c'est qu'on est obligé de penser à ce que Aristote, dans les Poétiques, appelle la catharsis. Il appelle la catharsis. Qu'est-ce que c'est que la catharsis? La catharsis, euh, c'est un phénomène psychologique de purification de l'âme, un phénomène psychologique de purification de l'âme, pardon, catharsis, C-A-T-H-A-R-S-I-S. C-A-T-H-A-R-S-I-S. Catharsis. Donc la catharsis est un phénomène psychologique de purification de l'âme face au spectacle qui inspire la terreur et la pitié. Autrement dit, face à la tragédie. Et donc c'est un concept qui est central dans les poétiques d'Aristote. Alors, qu'est-ce que cela veut dire chez Aristote? Cela veut dire que la contemplation d'actions terribles, d'actions qui nous remplissent de terreur, euh, permet aux spectateurs, pardon, d'expurger ces passions mauvaises. Ça sert de catalyseur et de défouloir d'une certaine manière. Et ça permet aux spectateurs justement de ne pas commettre les actes dans la réalité, les actes qu'ils voient sur scène. Au fond, sur cette question de l'imitation, il y a deux écoles, l'école de Platon et l'école d'Aristote. L'école de Platon va consister à dire, plus vous voyez des actions mauvaises, plus vous allez devenir mauvais. Hein. C'est sûr que c'est depuis qu'il y a GTA qu'il y a des agressions quotidiennes dans les rues en France. Avant, ça se passait très très bien. Hein. Au Moyen Âge, si vous voulez, on vivait en paix, on pouvait se balader en forêt sans problème. Hein. Bref. Il y a l'école aristotélicienne qui consiste à dire rien ne vaut une bonne histoire d'inceste avec massacre et éclatement des yeux à la fin. Pour ne pas vouloir coucher avec sa mère, pour ne pas vouloir tuer son père, pour rester dans le droit chemin, question sexuelle. Et je vous recommande vraiment de voir pendant... alors, vous ne direz pas à vos parents que c'est moi qui vous ai conseillé ce film, mais de voir Orange Mécanique, parce que Orange Mécanique de Stanley Kubrick, Clockwork Orange, c'est précisément ça, c'est-à-dire une réflexion sur le fait de savoir si le spectacle de la violence nous rend violents, ou si le spectacle de la violence finit par nous dégoûter de la violence. Okay.
c'est des questions, par exemple, qui vont se poser dans les années 50-60, ou plutôt dans les années 60-70, quand il va s'agir de se demander si Hollywood devrait faire des films sur la Shoah, par exemple. Est-ce qu'on montre pas? Qu'est-ce qu'on montre? Comment est-ce qu'on le montre? Comment représenter cette réalité-là? Est-ce que ça va passer pour une œuvre de propagande nazie? Est-ce que ça va nous dégoûter à tout jamais de nos pulsions violentes? C'est fascinant. Il y a un film qui s'appelle, en anglais, c'est un film russe que le mec a mis 20 ans à réaliser parce que en URSS, forcément, vous avez une censure qui appuie sur le frein, à un autre moment ça se relâche, etc. etc. Donc le type a mis longtemps à faire ce film. Ça s'appelle Come and See. Come and See. Venez et voyez. Je sais plus comment s'appelle le film en français. Bon, en gros, le film, c'est Requiem pour un massacre. Requiem pour un massacre, un film qui est sorti en 85 et je crois qu'il y a eu la Palme d'Or à Cannes. Enfin, en gros, les gens ont vu ça, ils ont été sidérés. C'est un film qui prend le point de vue d'un petit garçon, je crois. Est-ce qu'on est en Ukraine? Est-ce qu'on est en Russie? Je ne sais plus. On est en Biélorussie, le pied. 1943, opération Barberousse, opération Barbarossa. La Wehrmacht et les Einsatzgruppen déboulent vers l'Est et massacrent à peu près tout ce qu'ils voient. Et donc c'est un film qui va suivre c'est vraiment magnifique. Enfin magnifique, c'est comme on dit dans EC 117, beau et terrible à la fois. Euh, c'est un film qui suit un petit garçon qui va voir son village se faire trucider par des Allemands hilars. C'est un film d'une violence absolument atroce, une violence absolument atroce. Et en fait, le film est filmé quasiment en temps réel. Le film dure à peu près 2 heures. Et l'enfant, forcément parce que le film a mis très très longtemps à se réaliser, l'enfant va vieillir. Et à la fin du film, il aura survécu. À la fin du film, c'est un vieillard. Attention, hein. À la fin du film, c'est un vieillard. Et le film est devenu un film fétiche, si vous voulez, pour les associations de mémoire de la Shoah. C'est aussi devenu un film fétiche chez les néo-nazis. C'est un film qui a trouvé deux publics, très clairement. Plus un public de cinéphiles, on considère que c'est un des meilleurs films. Ça revient souvent dans le classement des 100 meilleurs films. Si vous voulez, on considère que c'est un des meilleurs films qui ait jamais été réalisé. Moi, c'est un film que j'ai vu une fois et que je serais incapable de revoir. Tellement tellement c'était tripal. Écoutez, je vous libère et je vous dis à tout de suite. Donc on se voit de 4 à 5, on est d'accord?